Bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Effectivement, je travaille à Lyon Sud, je m'appelle Bastien Joubert. Euh, et je travaille aussi au centre de référence pour les syndromes neurologiques paranéoplasiques qui est à Lyon. Et au sein de ce centre, je m'occupe de coordonner l'activité sur les complications neurologiques des inhibiteurs de checkpoint immuns, dont je vais vous parler. Mon prédécesseur m'a épargné de vous faire une introduction que j'avais de toute façon prévue courte. Pour simplement rappeler les choses, les checkpoints immuns sont des couples récepteurs-ligands qui, en s'activant, entraînent une énergie du lymphocyte T. Et donc, c'est un mécanisme d'immunotolérance, et en particulier, c'est un des mécanismes d'échappement des tumeurs aussi à la surveillance du système immunitaire. Et par conséquent, on a développé ces molécules qui viennent les bloquer, qui ont une super action antitumorale, mais en corollaire, vous avez des effets indésirables immuno-induits, des maladies auto-immunes iatrogènes, pour ainsi dire, qui peuvent atteindre plein d'organes différents, dont le système nerveux. Et au niveau du système nerveux, on considère que ça touche jusqu'à 10% des patients traités, mais en fait, ces 10%, ça inclut la céphalée, le méningisme, la paresthésie du troisième orteil droit, ça inclut tout. Et donc, si on considère uniquement les atteintes sévères qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel ou vital des patients, c'est moins de 5% des patients. Et il y a quand même une prédilection pour le nerf et pour le muscle. On va le voir. Et puis, comme c'est la fin de la journée, je vais surtout vous raconter des histoires. Et donc, je voudrais vous parler de ce patient qu'on a pris en service à Lyon Sud récemment, qui avait une tumeur rare du péritoine, évoluant depuis 10 ans avec de multiples lignes de traitement. Et puis, malheureusement, 10 ans après le début, il reprogresse. Et du coup, les oncologues, un peu à court d'idées, font du bevacizumab, donc un anti-angiogénique, plus un anti-PDL1 qui est l'atezolizumab. Et en fait, 3 semaines après la première injection, donc juste avant la suivante, c'est un patient qui est marathonien, qui est extrêmement sportif, qui va se trouver fatigué. Il y a des activités physiques, il n'arrive plus à faire tout. Il est gêné pour grimper son mur d'escalade habituel. Il a des courbatures et puis surtout, il parle d'une diplopie et d'un changement de sa voix qui est plus enroué. Donc, inquiétude. On l'hospitalise, on l'examine et on note un déficit des membres inférieurs, très proximal, relativement modéré, avec quand même un signe du tabouret qu'on objective. Il a toujours ses réflexes. Il a effectivement une dysphonie. Et en plus de la plainte diplopique, il a un ptosis des 2 yeux. Et puis, les CPK sont augmentés. Donc, évidemment, on se pose la question d'une atteinte myogène. Il a un électromyogramme qui va le confirmer en montrant un tracé riche, polyphasique, peu ample, plutôt évocateur d'une atteinte myogène. Il n'y a pas d'atteinte de jonction et les nerfs fonctionnent bien. Donc, on part plutôt vers une myosite, dont on vient de parler. Et même si on ne sait pas très bien les lire, en neurologie, quand on hospitalise les patients, on fait toujours un ECG. Et on a été frappé de voir des extrasystoles qui étaient assez nombreuses, qui étaient polymorphes. Et puis surtout, à chaque fois qu'on faisait un ECG, on a l'impression de voir une forme différente du QRS. Donc on a trouvé ça bizarre. On a parlé au cardiologue qui était très inquiet et qui a immédiatement hospitalisé le patient dans son service. Les tropos commençaient à monter. Il a une IRM cardiaque qui montrait un œdème de la paroi myocardique. Et tout de suite, ils ont fait la choro, ils ont fait une biopsie et ils ont confirmé sur cette biopsie une inflammation du myocarde avec à la fois de la nécrose un peu patchy en foyer et une infiltration inflammatoire avec surtout des T, plutôt des CD8, mais aussi des CD4. Et puis aussi les myocytes qui exprimaient le PDL1, ce qu'on voit d'ailleurs apparemment dans les rejets de greffe cardiaque, comme si le mécanisme était un peu le même. Toujours est-il qu'on a donc conclu une myosite plus une myocardite immuno-induite post-atezolizumab. Et ce qui était frappant chez ce patient, c'était qu'on avait très peu de signes d'appel pour la myocardite alors qu'elle était bien là. Et qu'on sait que c'est quelque chose qui peut engager le pronostic vital. On a mis ce corticoïde, on lui a fait aussi des IGIV, parce qu'on a l'habitude de le faire, même si on ne sait pas trop si ça améliore les choses. Et le patient s'est très rapidement amélioré. Malheureusement, son cancer a progressé, il est décédé depuis. C'est important de connaître la myosite parce que c'est la plus fréquente des complications des immunothérapies. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, si on met à la fois un anti-CTLA4 et un anti-PD-L1, la fréquence augmente encore.
Et elle est importante à connaître parce qu'elle a une topographie très particulière. Comme chez le patient, il y a souvent une atteinte des membres inférieurs proximales, ça c'est habituel pour les atteintes myogènes. Mais en plus, il y a fréquemment une atteinte de la musculature du rachis cervical avec un phénomène de tête tombante qui est très caractéristique. Il y a souvent une atteinte oculomotrice. On peut avoir une diplopie et en lien avec une myosite orbitaire qu'on voit bien sur l'IRM là. Et les patients peuvent avoir un ptosis, ce qui est inhabituel pour des myosites. Il y a une atteinte bulbaire qui est relativement fréquente avec une dysphagie, une dysphonie, parfois des fausses routes. L'atteinte respiratoire est rapportée dans la littérature comme fréquente. En pratique, c'est vrai que les patients qu'on a vus, on ne la voit pas tant que ça, mais elle est rapportée jusqu'à 40% des cas et elle peut menacer le pronostic vital. Et puis surtout, ce qui est dangereux, c'est l'atteinte cardiaque associée, 40 à 50% des cas selon les séries. Le diagnostic qui se fait sur l'EMG, on peut faire des IRM ou des PET musculaires qui permettent surtout de guider la biopsie. Les CPK sont inconstamment augmentés et le taux de CPK n'a pas tellement de relation avec la sévérité clinique. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, Dr Massy, il ne faut pas se fier à un dosage de CPK. Les CPK peuvent être modérément élevés, pourtant ça peut être très grave. Les anticorps ne sont pas très rentables. À part les anticorps anti-muscles striés qui pourtant normalement se voient plutôt dans la myasthénie, mais là on les voit dans les myosites sous immunocheckpoint, c'est un peu inhabituel. Et ce qui vraiment permet de retenir le diagnostic, c'est la biopsie, et je pense qu'il faut faire la biopsie toujours, même si on a un tableau typique. Cette biopsie, elle doit montrer de la nécrose et de la régénération, mais qui n'est pas disséminée comme dans les myosites nécrosantes, qui est par foyer, en patch, associée à une infiltration de lymphocytes T, qui peuvent être CD4 et ou CD8, et une surexpression du CMH1 qui vous indique qu'on est face à une myosite inflammatoire. Et puis, on peut avoir une hyperexpression de PDL1 ou de PDL2 au sein du muscle. En fait, si vous regardez bien les symptômes, ça ressemble beaucoup à des symptômes, pas de myosite, mais de myasthénie, l'atteinte bulbaire, l'atteinte respiratoire, l'atteinte oculomotrice. Et du coup, il y a une espèce de déviance dans la littérature où on a tendance à dire qu'il y a très souvent une myasthénie associée à la myosite. Et on a parlé de la terrible triade. La terrible triade, c'est quand vous avez une myocardite, une myasthénie et une myosite. Et ça, ce serait associé à un pronostic beaucoup plus sévère. Et en fait, ce n'est pas si clair que ça, parce que quand on prend toutes les myosites, même celles qui n'ont pas de myasthénie, on a des anticorps anti-acétylcholine récepteurs qui sont très souvent positifs. Donc, ces anticorps ne sont pas spécifiques dans ce contexte, en fait. On ne trouve jamais les fluctuations motrices, on ne trouve jamais la mauvaise réponse à la pyridostigmine. Si on prend ce qui est étiqueté myasthénie dans la littérature, on a très souvent une élévation des CPK, comme si en fait c'était des myosites. Donc probablement que je ne dis pas que la myasthénie n'existe pas dans ce contexte, mais probablement la majeure partie de ce qu'on rapporte comme myasthénie, c'est en fait des myosites un peu bizarres, avec cette topographie que je vous ai exposée. Et donc pour retenir le diagnostic de myasthénie, il faut vraiment se baser uniquement sur l'EMG, et ça c'est fondamental. Si vous n'avez pas un EMG qui montre un décrément, c'est sans doute pas une myasthénie, et donc c'est peut-être pas la peine de mettre du mestinon au patient qui va avoir des effets indésirables. Le pronostic de la myosite est plutôt pas mal connu parce que c'est la complication neurologique la plus fréquente. Il y a quand même une mortalité assez conséquente à cause de l'atteinte cardiaque et respiratoire. Mais ceux qui n'ont pas cette atteinte cardiaque ou respiratoire ou si l'atteinte est bien traitée, sous corticoïdes, ils vont, dans la majeure partie des cas, bien évoluer. Et la grande majorité des patients va récupérer sous traitement. Le problème sera souvent plus de gérer le fait qu'on a arrêté l'immunothérapie et que le cancer derrière va se remettre à progresser. Je vous raconte une deuxième histoire. Un patient qu'on a vu aussi à Lyon Sud, si je me souviens bien, qui avait un mésothéliome pleural. Et maintenant, les mésothéliomes, on arrive à les traiter. On leur donne une double immunothérapie. On en a vu plusieurs. Ça a bien marché. Vous voyez qu'il n'y a plus d'épanchement pleural. Il reste une petite plaque de pleural, mais c'est tout. Mais juste après la deuxième cure, il s'est mis à avoir des douleurs dans les ceintures, surtout dans les épaules, qui ensuite ont diffusé plutôt dans le rachis lombaire et puis vers les jambes avec une topographie un peu de douleur, comme si c'était des douleurs radiculaires, c'est-à-dire du sciatique. On n'a pas prêté trop attention et 10 jours plus tard, il se met à avoir du mal à marcher, il est ataxique, il a besoin de prendre des béquilles. Finalement, on l'hospitalise. En fait, on voit qu'il est véritablement déficitaire. Il a une ataxie qui est plutôt proprioceptive. Il a perdu ses réflexes et il a des paresthésies des pieds. Et en plus de ça, on constate une paralysie faciale d'allure périphérique à droite. Donc,
là, pour le coup, on a du moteur, on a du sensitif, il n'y a plus de réflexe, on part plutôt vers une neuropathie. On lui fait un EMG qui va montrer un allongement des latences, des blocs de conduction, donc plutôt quelque chose de démyélinisant. Il a aussi un blink réflexe qui est pathologique, ça montre juste que le nerf facial ne fonctionne plus bien. Et il y a une petite composante myogène à laquelle on ne prête pas trop attention. Donc finalement, chez ce patient, on pense qu'on conclut à une neuropathie démyélinisante. Donc en fait, c'est un équivalent de Guillain-Barré post-immune checkpoint. Il a ce patient à LCR qui est normal, les blancs sont un tout petit peu hauts, mais sans plus. Les CPK sont normales, les antigangliocytes sont négatives. Et donc, on a arrêté l'immunothérapie. On lui a fait des corticoïdes, on lui a fait des IVIG. Encore une fois, on ne sait pas si ça sert à quelque chose, mais on l'a fait. Et assez rapidement, il a récupéré et il a encore quelques symptômes, mais globalement, ça va beaucoup mieux. Les neuropathies des immune checkpoints, c'est la deuxième catégorie des fins indésirables les plus fréquentes. Et contrairement à la myosite, pour le coup, c'est très hétérogène. Il y a un peu tous les types de neuropathies que vous pouvez rencontrer. Le plus fréquent étant quand même cet équivalent de Guillain-Barré, qui est quand même un peu différent du Guillain-Barré standard, dans le sens où vous n'avez pas, en général, l'effet neuropathie, paresthésie ascendante, très évocateur du Guillain-Barré. En général, vous ne le retrouvez pas dans ce contexte. Les patients sont souvent douloureux. Il peut y avoir une atteinte des paires crâniennes associée, qu'on peut voir à l'IRM d'ailleurs. Il peut y avoir une composante dysautonomique également. L'autre grande différence avec le Guillain-Barré standard, c'est que les corticoïdes sont très efficaces et donc il faut traiter les patients avec des corticoïdes. Et quand on traite les patients comme ça, dans la majeure partie des cas, ils récupèrent, même si on a jusqu'à 15% de décès liés à l'atteinte respiratoire. Et puis juste cette petite image en bas à gauche, c'est pour vous montrer que sur l'IRM du rachis, on peut voir la prise de contraste des racines, qui n'est pas une méningite tumorale, mais qui est bel et bien l'inflammation des racines nerveuses. Une autre histoire, c'est un patient de 72 ans, celui-là, il était à l'hôpital neurologique. Lui aussi, c'est un mésothéliome pleural, lui aussi traité par une double immunothérapie. Et il va se plaindre de petites paresthésies de l'index et du talon à droite. Donc, quelque chose de discret, d'asymétrique. Et en fait, il va aussi avoir des taches purpuriques qui vont apparaître. Jusque-là, pas trop de problème. C'est quelqu'un qui n'est pas embêtant. Voilà, il continue ses traitements sans souci. Et un mois plus tard, il fait brutalement ce qu'on voit sur la photo là. Sur la photo, on lui a demandé de serrer les poings. Et en fait, il a un déficit de l'abduction du pouce, donc il ne peut pas serrer le pouce. C'est un déficit de la flexion de l'index. Il ne peut pas fermer l'index. Et ça, c'est une atteinte du nerf médian. Donc, il a un médian bilatéral. C'est une atteinte tronculaire bilatérale qui a commencé sur un mode asymétrique avec un purpura. Plus tard, il va avoir un déficit des releveurs des pieds et des poignets. Donc, il va avoir les mains comme ça, c'est très handicapant. Il va développer des douleurs neurogènes. Et donc, devant cette atteinte multitronculaire asymétrique douloureuse avec un purpura, on a pensé à une... je ne sais pas à quoi vous pensez. On a pensé à une mononévrite multiple. Et la mononévrite multiple, la cause la plus fréquente, je ne sais pas si vous... C'est la lèpre dans le monde. Mais on n'est pas dans un monde, enfin, on n'est pas dans un endroit où il y a beaucoup de lèpre. On n'est pas dans le monde habituel. Ok. Et la troisième, la vascularite. Donc, on s'est tout de suite excité. Le patient n'avait pas de diabète, on n'a pas pensé qu'il avait la lèpre, c'est vrai. Et du coup, on lui a fait une biopsie de nerfs et on a montré la vascularite. Ça se voit un petit peu dans ce contexte, les vascularites avec mononévrite multiple. Ce n'est pas très fréquent. En général, on peut retrouver des encas, mais c'est assez inconstant. Et le diagnostic est vraiment sur la biopsie de nerfs. Récemment, on est tombé sur un patient qui avait plein d'IgA dans le nerf. Ça n'a pas été rapporté, on ne sait pas très bien quel lien. Mais voilà, c'est pour vous illustrer que ça peut être intéressant de faire des biopsies de nerfs, pas seulement pour faire le diagnostic. Et surtout, ce sur quoi je voulais insister, c'est que quand les patients ont des atteintes, souvent les patients n'ont pas qu'une atteinte inflammatoire, ils ont aussi de multiples atteintes d'organes. Parfois, il y a des atteintes articulaires, parfois, il y a des ténosynovites. Et on a vu des histoires où il était conclu un peu vite un ensemble du canal carpien par compression sur une ténosynovite au poignet. Il y a même eu des rapports, des séries de cas qui ont été rapportés. Peut-être pas conclure trop vite à une atteinte canalaire compressive.
Dans ce contexte, toujours se poser la question voilà, d'une vascularite parce que c'est grave et que ça se traite. Mais il n'y a pas que le système nerveux périphérique dans la vie et on a aussi des atteintes du système nerveux central. Je vous parle très rapidement des myélites parce que ça semble très rare. Il y a une série de cas qui a été décrite. Ces myélites, elles semblent avoir la caractéristique d'être très souvent multifocales et ou extensives. On parle de myélite extensive quand on a une lésion qui fait plus de 3 corps vertébraux. Elle peut être associée à d'autres types d'atteintes neurologiques, une méningite, une atteinte encéphalite, une atteinte pluriradiculaire. Souvent, ça semble être quand même de mauvais pronostics. Peut-être que si on détecte tôt ces patients et qu'on les prend en charge tôt, on peut améliorer le pronostic. Donc, c'est important de savoir que ça existe et d'y penser. Et on a aussi des encéphalites. Et donc, je voulais vous raconter l'histoire de ce monsieur, qui est un peu particulière. Il s'agit d'un patient donc, qui a 63 ans qui se met à avoir mal à la tête, une diplopie binoculaire probablement sur une hypertension intracrânienne, un trouble de l'équilibre. Et on lui trouve malheureusement un adénocarcinome bronchopulmonaire avec une métastase cérébelleuse et temporale. Et comme il n'a pas de mutation pour une thérapie qui permettrait une thérapie ciblée, qu'il a une surexpression de PDL1, il a en plus de la chimiothérapie du Pimbro qui est un anti-PD1. Donc on lui fait le Pimbro et après 5 injections de Pimbro, il va développer une altération de l'état général, il va faire de la fièvre et sa conjointe va nous parler de mouvements anormaux qui n'ont pas été bien caractérisés initialement. Et donc, le patient est hospitalisé en neurologie. En neurologie, on a un patient qui est confus, qui a des troubles de mémoire, mais qui semble plutôt liés à un problème attentionnel. Voilà, c'est pas une amnésie massive pure entérograde, c'est vraiment un patient qui est confus, qui n'arrive pas à fixer son attention, qui a des troubles praxiques. Donc, quelque chose de très diffus. Il a en plus un hoquet qu'on n'explique pas très bien à ce moment-là, et un tremblement très irrégulier qui change d'un moment à l'autre. Et puis, brutalement, il va se dégrader dans le service, il va devenir complètement somnolent. Quand on arrive à le tester, on va avoir l'impression qu'il est cérébelleux. Il a des myoclonies qui commencent à apparaître aux 4 membres. Le hoquet s'aggrave. Donc, le patient est transféré en réanimation pour la suite de la prise en charge. À ce moment-là, il est bilanté. On a un EG sans particularité, un LCR qui est extrêmement inflammatoire avec 200 éléments blancs, des protéines qui sont très élevées. Une IRM cérébrale qui ne va pas montrer grand-chose, en dehors d'une petite prise de contraste, je ne sais pas si vous les voyez bien, des espaces de Virchow-Robin qui sont les espaces périvasculaires dans le parenchyme en profondeur et qui sont la leptoméninge. En fait. Donc, on a considéré que ce patient il avait une forme de leptoméningite, ce qui va bien avec l'hyperprotéinorachie d'ailleurs. Et on a donc arrêté l'immunothérapie. Surtout, on a fait des bolus de solumédrol et c'était spectaculaire. Le patient s'est immédiatement réveillé. Il a arrêté d'avoir des mouvements anormaux, il a arrêté d'avoir le hoquet et tout est rentré dans l'ordre et progressivement, il a pu rentrer chez lui. Il a eu un traitement de maintenance pour son cancer et 2 ans après le début, tout va bien. Donc ça, c'est une jolie histoire, même si on n'a pas tout compris, c'est quand même satisfaisant de se dire que ce patient, ça va mieux, il a pu rentrer chez lui. Et j'ai triché parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui l'avons pris en charge, on n'a pas eu cette chance-là. C'est le docteur Bailly à Quimper qui nous a raconté cette belle histoire. Moi, j'ai pris en charge le patient suivant. C'est un monsieur qui a 65 ans, qui a un cancer pulmonaire à 13 cellules, avec un envahissement médiastinal, des métastases, donc ça ne pense pas très bien. Comme il a un pronostic très sombre et qu'on a montré qu'il y avait une petite amélioration de la survie globale de ces patients avec le durvalumab, les pneumologues lui ont mis du durvalumab. Et au début, on a l'impression que c'était une bonne idée parce que vous voyez qu'on a quand même une réponse radiologique objective. Donc, tout le monde est content, le patient aussi. Et sauf que, pareil, entre 4e, 5e cure, pareil, il se met à faire des troubles cognitifs et de la fièvre. Et là, la présentation clinique des troubles cognitifs est un peu différente parce qu'on n'a pas cette espèce de confusion, d'atteinte panencéphalique très diffuse. On a une atteinte ciblée sur la mémoire et il a une amnésie antérograde massive avec une petite note frontale, un ressenti psychomoteur, mais surtout, il est incapable de retenir quoi que ce soit. Il a aussi des fabulations qui ont une tonalité très négative. Il est persuadé que toute sa famille est malade, que tout le monde va mourir, alors que c'est plutôt lui, ce n'est pas le reste de sa famille. Et c'est assez triste, on n'arrive pas à le convaincre, il l'oublie toujours. Sur la ponction lombaire,
Il a un LCR inflammatoire, mais un peu moins inflammatoire, avec des bandes oligoclonales, une IL6 un peu élevée, 20 éléments blancs. Et surtout l'IRM qui montre cet hypersignal, je ne sais pas si je peux vous le montrer, j'ai cassé le suspense, cet hypersignal des régions temporales internes, qui sont en fait, là c'est l'amygdale et l'hippocampe. Et ça, c'est ce qu'on appelle les régions limbiques. Donc il y a une inflammation des régions limbiques, avec une petite prise de contraste, c'est ce qu'on appelle une encéphalite limbique. Et les encéphalites limbiques, nous, ça nous interpelle tout de suite parce que c'est un syndrome paranéoplasique classiquement. Quand on a un patient qui fait une encéphalite limbique, on pense à un syndrome paranéoplasique et on cherche toujours un cancer, et notamment un cancer du poumon. Et le deuxième aspect qui était frappant chez lui, c'est qu'il avait des anticorps anti-HU qui, eux également, sont présents dans les encéphalites paranéoplasiques. Donc, on a l'impression que chez ce patient, on avait comme un syndrome paranéoplasique, mais déclenché par l'immunothérapie. On a arrêté l'immunothérapie, on a fait des corticoïdes, on a fait du tocilizumab à cause de l'augmentation de l'IL6. On a eu l'impression d'une stabilisation avec un hypersignal qui a disparu, une évolution vers l'atrophie de l'hippocampe. Mais malheureusement, très rapidement, le patient va revenir avec une astasie-abasie. Initialement, on pense qu'il est juste déprimé. Et puis, en fait, il a une sarcopénie, il a une tétraparésie, il est ataxique. Et en fait, il va développer une neuropathie extrêmement sévère, dont on n'arrive même pas à dire tellement elle est sévère si elle est axonale ou myélinique. Et on ne sait pas si c'est une destruction des neurones moteurs et sensitifs ou si c'est une neuropathie démyélisante très sévère. Toujours est-il que malgré tout ce qu'on a essayé de faire, il est devenu tétraparétique, insuffisant respiratoire. Il a fait une pneumopathie d'inhalation et il est décédé. Ces deux cas, ça vous illustre que les encéphalites post-immune checkpoint, ça existe. Et surtout, on a l'impression qu'on a deux types. Je vais revenir là-dessus après. Le premier type, c'est le premier patient que je vous ai montré. C'est le plus fréquent. C'est des patients qui font des espèces de méningoencéphalites comme ça, très florides, très bruyantes, avec de la fièvre, parfois un méningisme, un LCR qui est souvent très hypercellulaire. Mais globalement, sous traitement, ces patients, s'ils survivent à leur cancer, ils ont plutôt un bon pronostic de récupération. Et puis, vous avez le deuxième cas de figure, c'est des patients qui ressemblent à un syndrome paranéoplésique, c'est-à-dire une encéphalite limbique très sévère avec des anticorps associés, qui sont les HU, les MA2, les RI, les CV2, ce type d'anticorps. Et là, pour le coup, on a plutôt l'impression que tout le monde meurt ou reste très sévèrement handicapé, et c'est quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Et en fait, il y a un certain nombre de syndromes neurologiques qui sont considérés comme des syndromes neurologiques paranéoplésiques classiques. Quand on voit ces syndromes, quand ils surviennent spontanément en dehors du contexte d'immune checkpoint, on va toujours chercher un cancer sous-jacent, en particulier un cancer du poumon. Et là, on se rend compte que ces syndromes, de façon rare, peuvent apparaître sous immune checkpoint, comme si, avec peut-être certaines caractéristiques tumorales particulières, quand on met ces traitements, on peut reproduire les mécanismes immunologiques qui aboutissent au syndrome neurologique paranéoplasique. Donc, c'est triste pour les patients parce que c'est grave. C'est intéressant parce que peut-être ça nous permettra de mieux comprendre les syndromes neurologiques paranéoplasiques. Voici. De manière générale, on se pose toujours la question de savoir si le phénotype neurologique est influencé par le cancer sous-jacent ou par le type d'immune checkpoint. C'est difficile de répondre à cette question. On a repris récemment notre série française. Là, vous avez tous les types d'atteintes neurologiques qu'on ait pu recenser. Vous avez deux barres. À gauche, c'est le cancer. À droite, c'est le type d'immunothérapie. On a l'impression que certains types cliniques sont plus fréquents quand on traite les patients par anti-PD-1 seul. C'est le cas de l'encéphalite limbique et de la myosite. D'autres sont plus fréquents quand le patient a un anti-CTLA4, c'est le cas du Guillain-Barré ou de la méningite isolée. Mais il y a probablement des biais parce que, par exemple, l'encéphalite limbique, vu que c'est probablement un équivalent de syndrome paranéoplésique, elle est très associée au cancer du poumon. Et les cancers du poumon, on ne les traite pas par anti-CTLA4. Donc, c'est probablement plus ça le mécanisme. Toujours est-il que il y a une information intéressante, c'est que le Guillain-Barré, ça semble être plus associé aux anti-CTLA4. Certains Guillain-Barré peuvent récidiver sous traitement. Et donc, si vous avez un patient qui fait un Guillain-Barré qui va mieux, vous avez envie de reprendre une immunothérapie, peut-être que le plus malin, c'est de reprendre l'anti-PD1 et pas l'anti-CTLA4.
On s'est aussi posé la question du pronostic de ces patients. Du coup, on s'est mis en cheville avec un réseau parisien et on a pu récolter une cohorte de 150 malades, toutes complications neurologiques confondues. Et on a étudié quel était le pronostic en termes de probabilité de récupération et de probabilité d'évolution vers le décès pendant la période d'étude. Et les statisticiens nous ont aidés en faisant un modèle un peu complexe qui s'appelle un modèle de Markov. Très brièvement, on s'est rendu compte que quand on étudiait la probabilité d'amélioration clinique, c'était très mauvais d'avoir un syndrome d'allure paranéoplésique. On s'en doutait, ça le confirme. C'est plutôt bien d'avoir une myosite. Là encore, c'est quelque chose dont on se doutait, mais au moins là, on le montre de façon claire. Et bizarrement, le mélanome est un facteur de bon pronostic dans ces complications neurologiques, de bon pronostic fonctionnel, en termes de récupération fonctionnelle. Et c'est probablement parce que le mélanome est beaucoup plus fréquent dans des complications qui ont globalement un bon pronostic neurologique, c'est le Guillain-Barré et les méningites isolées. Je vais dans le mauvais sens. Et en ce qui concerne le décès, le seul facteur pronostic qu'on ait trouvé pour le décès des patients, c'est que c'est mieux de ne pas avoir un cancer du poumon. Et que le cancer, finalement, le cancer du poumon est associé à la fois aux complications les plus graves et en plus probablement plus agressif que les autres. Et donc, c'était le seul facteur associé au décès qu'on ait pu trouver. Une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on prend en charge ces patients? La première chose, c'est de suspecter l'atteinte neurologique. Il vaut mieux suspecter en excès l'atteinte neurologique et ensuite rattraper le tir que l'inverse, parce que ce sont des atteintes graves et que plus on attend pour les traiter, plus on perd de chances d'amélioration. Dès lors qu'on suspecte l'atteinte neurologique, il faut arrêter l'immunothérapie, quitte à la reprendre plus tard si on s'était trompé, et chercher les diagnostics différentiels qui sont variés parce que les atteintes cliniques sont variées. Une fois qu'on est confirmé que c'est une atteinte neurologique, la base du traitement, ce sont les corticoïdes qui, vous l'avez vu, sont efficaces dans une grande partie de ces atteintes. Et ensuite, en fonction de l'atteinte clinique, on peut associer des traitements corticoïdes. Si on a des choses très bénignes comme une méningite complètement isolée, des céphalées, sans aucun autre type d'atteinte, on peut se contenter de faire que des corticoïdes. Quand il y a une myosite ou un Guillain-Barré, nous, on aime bien faire des IJV, en plus des corticoïdes. Et puis, quand vous avez des atteintes graves du type atteinte du système nerveux central, il est d'usage d'associer une immunosuppression, du rituximab, du cyclophosphamide en intraveineux ou d'autres, même si on n'a aucune donnée qui nous permette d'être sûr que ça a une efficacité. Un autre point, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Massy, ces médicaments, ils ont une durée de vie très longue. Et du coup, c'est très long d'atteindre 5 demi-vies et que le médicament soit éliminé. Et donc, dans les cas graves, on peut proposer des échanges plasmatiques pour nettoyer ce qui reste d'immunothérapie. C'est complètement empirique, ça nous arrive de le faire. C'est probablement intéressant dans certains cas. L'autre question, c'est une fois que vous avez traité votre patient et que vous l'avez stabilisé, voire guéri, il a quand même un cancer agressif sous-jacent pour lequel il y a peu de chances, d'options thérapeutiques. Et se pose la question à un moment donné de faire ce qu'on appelle un re-challenge, c'est-à-dire de remettre un inhibiteur de checkpoint. Et là, on est très gêné parce qu'on n'a pas du tout de données sur la sécurité de ce re-challenge. Il y a quelques données qui semblent indiquer qu'il y a peut-être un surrisque de rechute. Ça semble être quand même très dépendant du type d'atteinte clinique. Le Guillain-Barré, il semble qu'il y ait plus de rechutes, en particulier quand on reprend les inhibiteurs de checkpoints. Par contre, la myosite, c'est très peu de patients, mais il y a des études qui diraient que ça semble être assez safe de reprendre les inhibiteurs de checkpoint en cas de myosite, une fois qu'elle est bien stabilisée. En pratique, le patient fait une complication neurologique de l'inhibiteur de checkpoint, il faut arrêter le traitement. En général, ça fait très peur aux oncologues, ils ne poussent pas du tout pour qu'on reprenne un traitement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une surveillance de la tumeur. Et au moment où ça semble repartir, on rediscute en fonction de la réserve cognitive du patient. C'est-à-dire que si votre patient il a récupéré à 100% et qu'il n'y a aucune autre alternative et que si on ne fait rien, il va mourir de son cancer, ça vaut le coup, en l'informant, de reprendre une immunothérapie. Si par contre, vous avez un patient qui est très, très sévèrement handicapé, c'est peut-être pas la peine de lui faire courir
plus de risques. Donc, les messages au terme de tout ça, c'est que ces complications, elles sont rares, mais elles sont potentiellement graves. C'est important de les détecter et de toujours se poser la question. Le pire qui puisse arriver, c'est de continuer l'inhibiteur de checkpoint parce qu'on n'a pas compris que c'était une complication neurologique en rapport. Donc, dès qu'il y a un doute, c'est quand même pas banal de faire un symptôme neurologique. Dès qu'il y a un doute, il faut l'arrêter, se poser la question, réfléchir, faire les examens. Une fois qu'on est convaincu que c'est potentiellement une atteinte neurologique, la base du traitement, c'est toujours les corticoïdes, les plasmaphéreses en cas d'atteinte grave pour éliminer le traitement et accélérer l'élimination de l'anticorps. Le pronostic, il est variable, comme vous l'avez vu, il dépend beaucoup du type d'atteinte. Une myosite, en général, ça récupère bien s'il n'y a pas d'atteinte cardiaque. Une encéphalite limbique, c'est très mauvais. Les anticorps de type anticorps des syndromes neurologiques paranéoplasiques, HU, MA2, etc., ça peut sans doute permettre de stratifier les patients en fonction du pronostic. Et la dernière question, c'est le re-challenge de l'ICI. Je ne pense pas qu'il faille forcément l'exclure de façon systématique. C'est à discuter au cas par cas en fonction de la situation, en fonction de comment le patient a récupéré, en fonction de quelles sont les options de traitement possibles pour son cancer et en fonction du vécu du patient aussi. Voilà tous les gens avec qui je travaille. Nous, on est très, très contents quand on nous appelle pour nous parler d'un patient. Donc vraiment, si vous avez des situations, même si c'est juste pour une question, n'hésitez pas à me contacter. Plus on a de contacts et plus on arrive à travailler, à mieux comprendre comment ça se passe. Je vous remercie. Je suis disponible pour des questions.